Bonjour Monsieur Nelson Surgeon, vous êtes donc résident à Tokyo et actuellement on est obligé d'enregistrer votre intervention parce que vous êtes en plein déménagement. Oui, effectivement, je pars de Tokyo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce qui vous a amené à vous expatrier au Japon, quelle est votre vie au Japon et quelles sont les transformations que la catastrophe de Fukushima a sur vos vies? Bah écoutez, moi je suis français, je suis né à Paris. Après j'ai déménagé quand j'avais 18 ans aux États-Unis, donc j'étais à Los Angeles pendant 18 ans. Et donc j'ai rencontré ma femme qui est de nationalité japonaise. Et son père était très très malade, donc il a fallu que nous allions au Japon. Donc nous sommes arrivés en 2005. Et donc ça fait 6 ans que je suis là-bas. Et puis bon bah comment dire, le père de ma femme a succombé malheureusement. Et puis bon bah comme nous étions sur place, nous avons décidé enfin de rester. Et donc on est resté donc pendant 6 ans. Et puis ouais, j'ai ouvert un restaurant dans le cœur de Tokyo, dans le centre, là où il y a toutes les ambassades, comment dire, à Tokyo. Et puis voilà, tout marchait bien. En fait, j'ai ouvert le restaurant en octobre 2010. Ça marchait relativement très très bien. Et puis évidemment, bah, ce tremblement de terre nous a un peu secoué notre vie à tous, enfin surtout à ceux qui sont au nord, bien sûr. Donc 6 mois après que vous ayez ouvert votre restaurant à Tokyo, Mhm. les événements de Fukushima, comment, en étant résident au Japon, comment les choses ont été présentées à la télévision, dans les médias au Japon? Eh bien, au début, les informations venaient beaucoup plus de, comment dire, de l'étranger. Les informations étaient très limitées au niveau national japonais. Donc, on n'arrivait pas vraiment à savoir exactement qu'est-ce qui se passait. Et on savait à peu près ce qui se passait si on regardait comment dire, les news américaines et les news françaises. Puis donc, on a dû prendre une décision de partir ou de ne pas partir. Donc nous avions tous évidemment comment dire, nos problèmes de partir ou de ne pas partir. Et puis bah, il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont été malheureusement pas pris de panique, mais enfin, comment dire, normalement les faits étaient vraiment accablants, qu'il y avait vraiment un grand danger. Donc ils ont décidé de partir. Moi aussi j'ai décidé de partir. J'ai pris comment dire, ma femme et mes 2 enfants. Et je suis parti avec les avions de rapatriement. Je crois que c'était le 17 mars ou le 18 mars. Et puis, comme nous sommes rentrés, je suis resté en France à peu près 3 semaines. Donc, j'ai vu à la télévision française, déjà, comment dire, les news sur Fukushima commençaient vraiment à être de plus en plus limitées. Jusqu'à peut-être début avril, où j'ai vu que là, il n'y avait vraiment plus rien du tout. Comme moi, j'avais ouvert mon restaurant, mais il a fallu donc que je retourne comment dire, à Tokyo, en laissant bien évidemment ma femme et mes enfants là-bas. Et puis une fois arrivé à Tokyo, bah, c'était un peu comme si j'étais revenu, qu'il n'y avait pas eu de tremblement de terre, qu'il n'y avait pas eu de tsunami, qu'il n'y avait pas eu de problème de, comment dire, nucléaire. C'était comme si rien ne s'était passé. Et donc, petit à petit, c'est par CNN, par les chaînes étrangères, qu'il y a encore des informations au niveau de la population au Japon. En ce moment, ça commence à revenir un petit peu, parce que je pense que cette situation est quand même relativement très très critique, elle reste très critique. Et je pense que même avec la puissance du lobby nucléaire, bon, qui essaie toujours de ramener les choses un petit peu plus positivement mais qu'elles ne le sont vraiment, malheureusement, la crise elle est telle qu'elle est quand même, elle touche quand même une grosse partie comment dire, du globe. Moi, j'ai des amis qui sont aux États-Unis et qui me font comment dire, des rapports et qui sont tout aussi accablants que ceux mais qu'on peut même trouver à Tokyo ou au nord de Tokyo. Et donc voilà quoi. Roland Desbordes, le président de la CRIRAD, Oui, qui m'a oui. confié qu'ils avaient créé une CRIRAD Japon. Donc, enfin, ils n'ont pas créé, ce sont des citoyens japonais qui créent une CRIRAD Japon pour justement faire des mesures citoyennes. Mhm. Actuellement, dans la nourriture, quelle communication est-ce qu'on peut avoir dans les grandes surfaces, chez les commerçants par rapport aux contaminations? Eh bien justement, la contamination de la nourriture est en fait vraiment l'un des plus grands problèmes majeurs, pas non,
pas juste à Tokyo, mais vraiment sur tout le Japon. Bon, visiblement, ils ne checkent qu'à peu près 1% à 2% de toute la nourriture qui sort. Bon, ils ont été un petit peu pris sur le fait, évidemment, mais enfin, il y a quand même un manque de volonté pour essayer de vraiment atténuer les risques pour la population japonaise. Il y a beaucoup de supermarchés qui labellent leurs produits, comment dire, faussement, et qui disent que ça vient d'une certaine région, alors qu'en fait ça vient soit de Ibaraki ou de Miyagi ou plus explicitement de Fukushima. Dans les mesures actuelles, on retrouve des radionucléides à plus de 250 km. On en retrouve même aux États-Unis, on en retrouve partout sur la Terre. Oui, Mais bien sûr. est-ce que cette traçabilité des produits, est-ce que c'est pas un leurre Un leurre par rapport. par rapport à la réalité de la contamination? Bah, en fait mais c'est ça la vérité, c'est qu'en fait la radiation, la contamination, mais comme l'ont vu les Japonais au début, en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un cercle autour de la centrale qui allait de 20, de 30 comment dire, à 80 km. Mais malheureusement, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que la radiation enfin, n'était pas répandue justement en cercle, mais c'était vraiment des parties. Donc il y a même des parties qui sont plus près de Fukushima qui sont moins atteintes que celles qui sont plus éloignées. Et c'est un peu comme la viande, par exemple, je prends un exemple. Ils ont découvert qu'effectivement, ils disaient que bon, il y avait quelques bœufs qui étaient contaminés. Après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des milliers et des milliers de bœufs qui étaient contaminés. Et de la façon dont ils le faisaient, par exemple, ils découpaient un steak et donc ils mesuraient, comment dire, la radioactivité. Et puis, ils se sont aperçus que, puisque la pièce de bœuf n'était pas contaminée, le bœuf n'était pas contaminé, donc le troupeau n'était pas contaminé, donc ils le laissaient sur le marché. Et puis, en fait, ce qu'ils ont remarqué après, c'est que, comment dire, ce sont les atomes qui sont répandus un peu partout dans la DNA de la vache. Et en fait, ils se sont dit, bon, bah, on va couper un steak. Donc, ils ont coupé le steak, ils l'ont coupé en deux, et là, ils ont vu qu'il y avait une radioactivité qui était beaucoup plus intense sur le morceau de gauche que sur le morceau de droit. Donc en fait, c'est pas, il n'y a pas vraiment une science exacte. La contamination, c'est vraiment très traître. Et il n'y a pas il y a pas, c'est très difficile de la focaliser et de savoir exactement où elle est. Et donc ce grand problème. D'accord. Et vos enfants sont scolarisés au Japon? Eh ben, ils étaient scolarisés au lycée franco-japonais. Et puis bon bah enfin nous avons décidé quand même de les sortir un peu de ce milieu qui est bon dangereux aussi, non pas juste par la radiation mais aussi un petit peu par rapport au stress. Je trouve que c'est vraiment très stressant pour les enfants, ils comprennent exactement les risques que ça encourt. Puis bon, entre enfants ils se parlent et tout ça. Donc je voulais pas que mes enfants vivent ça. Donc en fait nous avons décidé de les laisser en France. Et donc je les ai scolarisés dans une petite école au nord de Paris. Et puis bon, moi, je pensais peut-être les faire revenir, mais là, de la façon dont ça prend tournure, elles vont rester là-bas, et puis moi aussi, je vais les rejoindre. Économiquement, au niveau, parce que comme vous allez être contraint de revendre votre fonds de commerce, Bien sûr. économiquement, les échanges se font à perte, c'est-à-dire que les personnes qui quittent Tokyo, alors que c'était un endroit au niveau immobilier un des plus chers du monde, euh, Oui. les gens perdent leur chemise. Ils perdent beaucoup leur chemise. Je connais énormément de gens, beaucoup d'expatriés qui s'en vont et bon bah qui laissent un petit peu tout sur place quoi. Donc même moi pour le restaurant, j'essaie de le vendre, mais bon c'est l'économie malgré que le yen soit très fort, l'économie n'est vraiment pas très bonne au niveau de la restauration. Les gens sortent beaucoup moins, surtout par rapport à la contamination de la nourriture, parce que les gens, même si les Japonais sont très silencieux et qu'ils n'osent pas trop s'exprimer, ils comprennent très très bien qu'il y a vraiment un très gros problème au niveau de la nourriture. Donc ils ne préfèrent pas le restaurant, parce que bon, c'est vrai qu'au restaurant, vous avez quand même une chance sur deux de tomber sur un restaurant qui ne regarde pas, tous les produits viennent. Donc effectivement, moi, au niveau de la restauration, ça a fait un très grand trou pour mon restaurant. Et puis en plus, comme moi j'étais situé dans un quartier quand même bien localisé enfin, pour les expats et pour les étrangers, bah, visiblement, enfin, bien sûr les premiers qui sont partis c'était les expats et les étrangers. Donc j'ai une très très grosse clientèle régulière, bon, bah, mais qui est partie du Japon. Donc ça a fait enfoncer le clou. Le fait que dans le réacteur 3, il y ait une partie des combustibles qui était d'origine française à travers Areva, le MOX, Oui. comment est-ce que la chose a été ressentie au Japon? Les Japonais n'ont pas vraiment conscience. En fait, les Japonais ne cherchent pas vraiment à comprendre, à savoir.
c'est très difficile de cerner soit leur peur ou soit leur indifférence. Ils demandent pas. Donc, je pense que même si vous demandez à un Japonais qui est Areva, bon, ils vont savoir qu'ils font des affaires avec TEPCO, mais je pense pas qu'ils savent exactement l'ampleur enfin, de la puissance d'Areva. Par rapport aux expatriés, c'est vraiment c'est très mix comme feeling. Pour moi, évidemment, mon feeling n'est pas très bon. Je connais quelques personnes d'Areva qui sont très gentilles, hein. Mais bon, bah, le fait que c'est un peu le produit français qui a aussi un peu détruit mais, tout ce qu'on avait ici, bon, bah, effectivement, ça nous laisse un goût quand même assez amer dans la bouche. Vous, le Japon, est-ce que, comme certains le disent, humainement, socialement, économiquement, il est à genoux ou est-ce que, avec toutes les fermetures de réacteurs, est-ce que vous pensez qu'au Japon, il va y avoir un sursaut et que le Japon va essayer de s'extraire du nucléaire? Bah, le Japon en lui-même veut bien évidemment s'en sortir, les Japonais aussi, mais les actions du gouvernement sont telles qu'il y a une telle indifférence et un tel... mais ça devient maintenant presque une moquerie, mais des gens qui justement posent des questions, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans les réacteurs, la radiation, l'alimentation. Et il y a tellement une moquerie que beaucoup de Japonais ont perdu confiance en leur gouvernement. Et je pense que que le Japon revienne sur ses pieds, ça va prendre quand même un petit peu de temps parce que les gens ont perdu confiance au gouvernement. Je crois que avant, c'est pas qu'ils avaient perdu confiance, c'est qu'ils ils croyaient pas trop au gouvernement parce que mais c'est toujours le même parti politique depuis, je sais pas, il y a plus de 50 ans. Enfin, il y avait plus de 50 ans avant, comment dire, avant Cannes. Mais bon, bah, ils ont quand même une certaine différence. Mais là, ils ont vraiment compris que le gouvernement leur mentait sur des choses qui sont très graves et très importantes, qui atteignent leurs enfants. Je ressens un gros mécontentement de la communauté japonaise, malgré qu'on croit qu'elle est indifférente, mais elle n'est absolument pas indifférente. D'ailleurs, ça s'est vu au dernier rassemblement du 19 septembre à Tokyo, à Meiji Park. On était à peu près 60 000. Et c'est la première fois que ça s'est vu au Japon. Même les policiers étaient surpris. Et évidemment, les policiers ont dit qu'on n'était que 20 000, mais on était vraiment 60 000. Et puis, donc, j'ai vraiment ressenti ce mécontentement, bah, simplement, ils n'y croient plus. Donc, il y a d'un côté les gens qui n'y croient plus, et de l'autre côté, bah, il y a les gens qui sont encore indifférents parce qu'ils n'ont pas trop envie de changer leur rythme de vie ou leur système de vie. Le Japon a quand même subi Hiroshima Nagasaki, mais après Oui. Fukushima, le Japon n'est plus le même. Non, ça a définitivement changé. Euh, je peux pas évidemment parler pour tout le monde. Moi, je sais que pour moi, j'avais quand même une image du Japon. Bon, j'ai jamais été très très attiré par le Japon, hein. Je suis arrivé au Japon vraiment par la force des choses pour aider ma femme. Mais une fois installé, bon, j'ai vraiment apprécié ce que j'avais autour de moi, la chance que j'avais d'être au Japon, d'être entouré de gens, enfin de Japonais très très sympathiques, et avec une économie qui marchait bien, avec cette volonté de travailler dur et de réussir. Mais moi personnellement, ce que je vois, ce qui se passe à Fukushima maintenant, bah, ça me met tellement en désarroi. C'est probablement 50% de la raison pourquoi je pars, euh, parce que parce que parce qu'il monte à la population, il monte à tout le monde, et maintenant c'est tellement, comment dire, je sais pas comment dire en français, excusez-moi, obvious. Oui. C'est tellement mais que ça en devient comique en fait. C'est du grand n'importe quoi. Par exemple, je peux vous dire, il y a encore 4 semaines, il y avait trois soi-disant pseudo-scientistes qui étaient à la télévision et qui parlaient des bienfaits du plutonium. Et l'un de ces scientistes qui est interviewé à la télé disait qu'il n'y avait absolument pas de problème avec le plutonium, puisque le plutonium de toute façon c'était trop lourd et que ça restait sur place après l'explosion. Et puis en fait, bah, c'est pas resté sur place. Ils viennent de se rendre compte que le plutonium est allé jusqu'à 50 km de la centrale de Daiichi. Et juste aujourd'hui, bah, ils ont décidé d'arrêter de mesurer le plutonium dans la préfecture de Fukushima. Alors il n'y a pas vraiment de raison, juste je pense que la raison c'est parce qu'il y a tellement de plutonium qu'ils n'ont pas envie comment dire, mais d'apeurer le public.
tu es dans les cartons, c'est pour ça qu'on a Je suis enregistré. dans les cartons là, oui, Voilà, effectivement. donc tu vas être de retour en France de demain, après-demain, quoi, dans les heures qui viennent. Oui, oui, oui. Et franchement, je te dis à la fois bon retour, mais Ben, merci. en France, on est très mobilisé parce Ben, je sais, que oui. des Fukushima, il y en a 58 qui nous pendent au nez. Oui, Et oui. on va essayer d'agir parce qu'on est un pays comme le Japon avec une longue tradition, avec Mhm. beaucoup de spécialités culinaires, et Oui, on oui. n'aimerait pas que notre tofu, notre wasabi soit définitivement bousillé. Voilà. Oui, Et ben, ben exactement, en fait, mais ça nous arrivait à nous, je tiens à le dire, ça peut arriver vraiment à tout le monde. On ne pensait absolument pas que ça allait nous arriver. Et donc, bah, ça nous est arrivé. Et puis en plus, bon, ce qui a vraiment une dernière petite chose, hein, je veux vraiment que tout le monde sache qu'il y a des enfants, ils sont en train de mettre les enfants de Fukushima en danger. Ils les ont fait revenir le 30 septembre entre 30 et 20 kilomètres dans des villes comme Minamisoma, qui est complètement irradié. On a encore relevé il y a 2 jours des 0,50 microsieverts juste en face de l'hôpital principal. Donc la ville est complètement irradiée. Ils ne savent toujours pas s'il y a du plutonium, du strontium, du cobalt. Parce que vous voyez, ici au Japon, ils ne pensent qu'au césium et que iodine, mais il y a quand même plus de 30 autres nucléides à vérifier qu'ils ne vérifient absolument pas. Donc il y a des enfants qui sont là, qui vivent aussi des tremblements de terre, hein. Il y a des tremblements de terre presque tous les jours qui sont généralement situés à Fukushima. Ces enfants comprennent exactement qu'est-ce qu'il se passe, ils connaissent l'angoisse de leurs parents puisqu'ils la vivent tous les jours. Comment dire, les professeurs leur forcent à manger de la nourriture et du lait contaminé. Ça, c'est une preuve. De toute façon, ils ne s'en cachent absolument pas. C'est dit à la télévision. Et je trouve que c'est vraiment un scandale et qu'il faut vraiment se mobiliser pour au moins essayer de sauver ces enfants. Je pense que de sauver ces enfants et de montrer au monde que ces enfants sont en grand danger, cela peut vraiment aider la cause anti-nucléaire pour dire que le nucléaire, ça tue. c'est Donc il y a des antinomique avec enfants. la vie. Et là, je peux Ouais. te le dire, il y a un réalisateur de documentaire belge, Alain de Halleux, qui part pour le Japon et qui va tourner un documentaire justement sur la situation des enfants au Japon et dans la région de Fukushima. Oui, justement, je devais le rencontrer, il m'a contacté, je devais lui présenter plein de gens, mais malheureusement, je m'en vais. Mais je vais revenir sûrement au Japon, comment dire, à la fin du mois, parce que je n'ai absolument pas fini mon combat pour évacuer les enfants de Fukushima. C'est quelque chose, c'est d'une des raisons pourquoi j'ai aussi un peu laissé tomber mon restaurant, c'est parce que je trouve inadmissible qu'est-ce qui se passe, et simplement en tant qu'être humain, je me battrai jusqu'à la fin pour essayer de sortir ces enfants de Fukushima. Donc, j'espère pouvoir aider Alain quand il reviendra au Japon. Eh bien, il faudra que tu rentres en contact aussi avec Yuko Hirota, qui est une pianiste Oui, japonaise, oui. avec Monsieur Jordan, et puis aussi Mhm. avec Vladimir Tcherkov, Yves Lenoir, des gens qui depuis un quart de siècle œuvrent sur une catastrophe malheureusement similaire, celle de Tchernobyl, où Ouais. effectivement on a fait retourner les populations, on les a ramenées pour qu'elles survivent sur des territoires contaminés. Voilà. Donc ce sont mes héros. Donc il faut que je la rencontre. Eh ben, tu les rencontreras, j'en suis certain. Et un grand D'accord. merci Nelson d'avoir pris de ton temps pour venir témoigner sur Radio Anguin pour le réseau zéro nucléaire de la situation au Japon. Merci, au revoir. C'est mon plaisir, Roger. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.